Bonjour et bienvenue dans ces meilleurs taux pour une nouvelle émission. Et aujourd'hui, waouh, on va se poser une question énorme en cette rentrée. Ça fait peur, vous allez voir. On aime faire peur à la rentrée. L'immobilier est-il en danger? Alors bien évidemment, on va parler de problèmes, mais bien évidemment, on va parler de solutions, parce que quand on parle ici des problèmes, on parle de solutions. C'est Meilleurs Taux, c'est l'émission de la communauté Meilleurs Taux. La communauté Meilleurs Taux, c'est 3 millions de personnes. 3 millions de personnes qui, au quotidien, sont en contact avec nos équipes pour des crédits immobiliers, des regroupements de crédits, des assurances, des fournisseurs d'énergie. Et bien évidemment, j'en parle quand même. Pour leur placement, je suis Marc Fiorentino, je suis cofondateur de Meilleurs Taux Placement. Cette émission, on l'a conçue spécialement pour vous. C'est une émission qu'on a développée depuis le début de l'année. Elle n'a qu'un objectif, vous connaissez notre slogan, vous permettre de reprendre le contrôle de votre argent grâce à des tuyaux des meilleurs experts du groupe. Alors pour cette nouvelle émission de rentrée, j'ai le grand plaisir d'accueillir 4 de nos meilleurs experts. Alors n'essayez même pas, j'ai essayé de le faire, je n'y suis pas arrivé. Vous ne pouvez pas lui échapper, c'est une star. Impossible d'ouvrir le Parisien ou un autre quotidien, de regarder le JT de TF1, de France 2, France 3, Canal+, le journal... Non, pardon. Gulli, c'est Gulli, hein, c'est Gulli pour les enfants. C'est pas Gulli, je pensais Gulli, les enfants. Qui dit... J'ai un nouveau slogan que j'ai trouvé pendant l'été. Qui dit immobilier dit Maël Bernier. Maël Bernier, vous êtes le porte-parole de Meilleurs Taux. Je vous taquine un peu, mais là, depuis la rentrée, on voit que vous... Ben, on travaille, même cet été. Surtout devant mon patron, il faut le dire. Cet été. Et bravo pour l'étude qui est sortie il y a quelques jours sur acheter ou louer. Ça fait déjà un carton. C'est la 9e édition. Ça fait 9 ans qu'on fait cette étude pour chez Meilleurs Taux. Bravo. Et maintenant, le grand boss, le capot dit tutti capi, l'Elon Musk des plateformes de services financiers, le Jeff Bezos des comparateurs, le Bernard Arnault des taux, Guillaume Mottier, directeur général du groupe Meilleurs Taux. Bonjour Guillaume, vous avez compris que c'est lui qui me payait. Bon, je suis obligé de dire la vérité. Non, mais il faut qu'on soit transparent. On prône chez Meilleurs Taux, on prône la transparence. Je suis obligé de dire que une partie de la présentation est liée au fait. Obligé. C'est le défenseur de votre pouvoir d'achat. Il se bat tous les jours pour que vous ne soyez pas le pigeon de service. Maxime Chipoy, vous êtes le président. Bravo, président. Ça m'impressionne à chaque fois que je le dis. Président de Moneyvox. Vous avez des millions de ménages qui consultent votre site et lisent votre newsletter quotidienne. Bravo. Merci. Stéphane Kellen est le patron, directeur général. Vous n'êtes pas président, vous? Non. Bon, ça va venir. De Meilleurs Taux Placement. Il a le placement qu'il vous faut, quand il vous faut. Et en cette période particulièrement agitée, c'est essentiel. Alors j'ai essayé de vous faire peur dès le démarrage. Alors aux États-Unis, ça y est, la baisse de l'immobilier est enclenchée. Dans un pays où les ménages s'endettent à taux variables pour acheter leur résidence principale, on a compris, une hausse des taux a des conséquences immédiates. Alors c'est une baisse pour l'instant aux États-Unis, mais pas un krach. En France, il règne une atmosphère qui pourrait être le calme avant la tempête. Nos experts vont nous le dire. En cause, évidemment, la baisse du pouvoir d'achat, la hausse des taux, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Maëlle, qu'est-ce qui coince? On a l'impression qu'il y a quelque chose qui coince en cette rentrée sur l'immobilier. C'est quoi? Alors, vous avez raison, souligner qu'on n'a rien à voir avec les États-Unis, parce qu'effectivement, nous, on emprunte à taux fixe. Donc, c'est pas du tout la même chose. Donc, nous, quand il y a un problème, les mensualités restent fixes, ce qui n'est pas le cas quand il y a des hausses des taux. Les taux, effectivement, remontent, mais ils remontent pour les gens qui font des crédits aujourd'hui, pas pour ceux qu'on en fait il y a 6 mois ou 1 an, mais on est quand même passé de 1% en janvier à 2% en septembre sur un taux moyen sur 20-25 ans. Alors, évidemment, c'est quand même énorme. Alors, c'est rapide, c'est super rapide. Alors, dans l'absolu... Absolu, c'est pas énorme, mais c'est rapide. On se rappelle de ton intérêt. Oui, quand on était... moi aussi, un petit peu quand même. On avait les taux à 5% en 2008. Alors, c'est là où on sait pas. Là, ça, on n'a pas le même âge. Mais voilà, on a quand même des taux qui sont quand même encore hyper bas rapportés à l'inflation. C'est ça. 2%. Rapportés à l'inflation, voilà, c'est très important. Voilà. Mais, évidemment, ça désolvabilise. Si vous pouvez emprunter à 1%, à 2%, vous empruntez soit moins, soit pas du tout, parce que vous dépassez les critères d'endettement. Bon, ça veut dire que c'est le mode de fonctionnement classique. Si on avait que ça... Jusque-là, on va dire tout est normal. Aujourd'hui, ce serait très normal, il y aurait des ménages exclus, mais bon, peut-être par prudence, ce serait peut-être aussi bien. Voilà. Le problème, c'est qu'on a autre chose en France que ça, en l'occurrence, non pas les Américains, c'est ce qu'on appelle le taux d'usure. Expliquez-nous ça. Un taux d'usure, c'est le taux maximum tout compris, c'est-à-dire que c'est fixé par la Banque de France, et c'est un taux dans lequel on va mettre le taux nominal du crédit, les assurances, les garanties,
les éventuels frais de dossier bancaire et les éventuels honoraires du courtier. Je dis bien éventuels parce que la situation est telle aujourd'hui qu'en enlevant frais bancaires et honoraires des courtiers, on ne rentre pas dans le taux d'usure. Pourquoi? Parce que ce taux d'usure, tel qu'on le connaît aujourd'hui en septembre, il est à 2,57 pour les durées sur 20 à 25 ans. Et on a un taux nominal à 2%. Donc ça veut dire que dans 57 points de base, on doit faire rentrer les assurances et les garanties. Pour vous donner une idée, en janvier, on avait un taux de base à 1,20 et on avait un taux d'usure à 2,43. D'accord. Donc on avait de la marge. Donc même un élève de CM1, il fait une soustraction, il comprend qu'il y avait plus en janvier qu'aujourd'hui en Même marge. Maxime a compris. Donc, même moi, que je ne suis pas très bon en maths, je comprends. Et malheureusement, pour l'instant, alors pourquoi ce taux d'usure? C'est parce qu'il est calculé avec un effet retard, donc il se base en fait sur les taux plus bas. Et aujourd'hui, on a des dossiers bloqués, et bloqués, en gros, les plus jeunes sont bloqués parce qu'ils n'ont pas forcément les meilleurs taux, mais surtout, ce qu'on appelait le tout venant, c'est-à-dire dès que vous avez plus de 40-45 ans, comme votre assurance va vous coûter un tout petit peu plus cher, vous ne rentrez pas. Donc on a des dossiers qui sont à l'arrêt depuis juillet, août, en agence. Ça c'est mécanique, hein. C'est-à-dire qu'il y a un taux. Il est légal. Ok, les banques ne peuvent pas déroger. Et donc aujourd'hui, une personne va, elle a de quoi faire son acquisition, mais on considère que... Mais si le taux plus les assurances, ça fait 2,59, eh ben, on dit non, monsieur, revenez dans 2 mois. C'est ça qui coince aujourd'hui. C'est aujourd'hui ça qui coince. Écoutez, même les notaires, qui sont quand même des gens en général plutôt sur la réserve, au mois d'août se sont fendus d'une tribune pour dire que les ventes étaient à l'arrêt, étaient bloquées. Donc je pense que voilà. Alors l'argument du patron de la Banque de France, c'est de dire je protège les Français contre le surendettement. C'est ça, c'est de dire qu'il regarde les chiffres d'il y a 6 mois, donc un peu avec l'effet retard, donc la production de crédit immobilier reste bonne. Mais sur le terrain, tout le monde le constate. Donc, je pense qu'on ne va pas pouvoir rester dans cette situation-là très longtemps. Guillaume Mottier, ça va bouger, ça? Alors, il y a de toute façon un ajustement. Vous militez pour que ça bouge? Alors, nous, on a évidemment milité pour que ça bouge. Il faut savoir que la règle de calcul du taux d'usure est définie par la loi. Et donc, aujourd'hui, avec une majorité quand même un peu difficile à trouver, on imagine que c'est quand même difficile pour le gouvernement de faire voter une loi sur un sujet. Par contre, ce à quoi Maël a fait allusion, c'est qu'il y a une soupape de sécurité qui est prévue dans la loi aujourd'hui et qui permet au gouverneur de la Banque de France de déroger si un contexte de marché le justifie. Il a ce pouvoir. D'ailleurs, je dois dire que ça fait assez longtemps que nous, on a alerté sur le taux d'usure. Avant même la remontée des taux à laquelle on assiste, on a dit, le jour où les taux remonteront, et s'ils remontent vite, évidemment, ce sera encore plus grave, le taux d'usure s'adaptera avec un effet retard. Et puis, comme il est calculé, et ça c'est un petit peu subtil, mais il faut le comprendre, il est calculé sur des taux qui respectent le taux d'usure. Donc on va dire, il y aurait un marché qui spontanément se mettrait à un certain équilibre, mais on ne voit qu'une partie du marché qui est celle qui respecte. Et bien c'est celle qu'on utilise pour calculer la nouvelle formule. Donc c'est un double effet retard. Non seulement on calcule avec retard, mais en plus en prenant une partie du marché qui est celle qui a les taux les plus bas, en fait. Et donc ça fait que on va calculer le taux d'usure une fois tous les 3 mois, ça va remonter progressivement, mais ça va prendre énormément de temps. Ce qu'on pense, c'est un petit peu les études qu'on a faites, c'est que si le marché se stabilise, si les conditions de financement se stabilisent, ça mettra en gros 1 an. Et l'hypothèse de stabilisation, c'est une hypothèse un peu forte, parce que si les taux continuent... On n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore. L'OAT continue de bouger, il y a quand même pas mal de volatilité. La Banque centrale européenne continue à monter ses taux. Et donc, nous, on appelle évidemment les pouvoirs publics à se saisir du sujet. Alors, on a une vision raisonnable du sujet. Personne n'a dit qu'il fallait mettre le plafond à 8% ou à 10%. C'est le cas dans certains pays européens. Dans certains pays européens, on sait que les taux de crédit IMO, ils sont plus élevés. D'ailleurs, même au moment où les taux étaient très bas, dans un pays comme l'Allemagne, où les taux des emprunts d'État sont plus bas, et les taux de crédit immobilier ils étaient plus élevés qu'en France. Donc, on voit que finalement, il y a des situations de marché qui peuvent varier selon les pays, mais personne n'a dit qu'il fallait que le taux maximum soit à 8 ou 10%. Ce qu'on dit, c'est que probablement le caractère très excluant, il disparaîtrait avec un ajustement de l'ordre peut-être de 50 points de base ou 100 points de base, c'est-à-dire amener le 2,57 dont parlait Maël peut-être à 3 ou à 3,50. Déjà avec ça, on desserrerait beaucoup d'éléments du marché sans forcément ni annuler le taux d'usure, ni même le mettre à des niveaux insoutenables. Donc vous nous dites problème de taux d'usure, donc blocage sur les crédits, donc Maxime, je me retourne vers vous, un marché immobilier aujourd'hui qui se présente comment? C'est quoi les chiffres qu'on a? Quel est l'état du marché immobilier aujourd'hui? Parce qu'on lit une chose et son contraire. On parle de l'immobilier résidentiel. Oui, bien sûr. Alors le marché immobilier en ce moment, il ralentit. Il n'est pas encore en baisse, mais il ralentit pour plusieurs facteurs. Le taux d'usure, c'est un facteur. Il y a moins de gens qui peuvent emprunter. Il y a un deuxième facteur qui est aussi l'augmentation des prix de l'immobilier, puisque ça fait quand même 20 ans à Paris et 10 ans que les prix augmentent beaucoup dans les grandes villes et à Paris. Typiquement, une ville comme Rennes a pris 50% en 10 ans.
Une ville comme Bordeaux a pris 70 ou 80%. Quant à Paris, en 20 ans, le prix a été multiplié par 3. C'est très simple. Le prix de Paris a autant monté que le prix du paquet de cigarettes. C'est le même ratio depuis 20 ans. Donc ça fait que de moins en moins de gens peuvent acheter. Et puis il y a un troisième facteur qui est que, on en parlait en off, l'histoire des DPE. C'est-à-dire que beaucoup de logements vont devoir subir des travaux pour pouvoir être loués. Beaucoup de propriétaires ne peuvent pas le faire. Et donc vont être obligés de alors tout ce que vous décrivez, on se dit, bon, c'est la fin du monde, quoi. On va avoir un crack immobilier et on ne voit pas de crack immobilier pour l'instant. Non, il n'y a pas de crack immobilier. Est-ce qu'il y a une baisse du nombre de transactions? Il y a une baisse du nombre de transactions, en effet, d'environ 5 à 10% depuis le début de l'année. Les prix n'ont pas encore baissé, mais il y a de la pression à la baisse. Après, la pression à la baisse ne se fera pas. Il y a de la pression à la baisse, on la ressent. Il y a de la pression à la baisse, c'est-à-dire qu'il y a moins de transactions et donc on commence à... Au premier semestre, pas encore, parce qu'il y a toujours un effet de traîne, mais au deuxième semestre, on va le sentir arriver, mais pas partout. Pas sur tous les biens. Il faut vraiment différencier les biens et les zones. Vous avez des zones qui sont en tension de manière structurelle, typiquement l'Île-de-France ou la région PACA. Il n'y a pas assez de logements, quoi qu'il arrive, et là, ça ne baissera pas ou vraiment très peu. Après, vous avez des zones où les loyers, où le prix de l'immobilier sont devenus tellement élevés qu'ils sont totalement décorrélés des salaires locaux. Et là, va forcément y avoir une adaptation, mais là aussi, il faut faire attention. Même dans ces zones-là, dans le neuf, on a du mal à construire. Il y a des problèmes de permis de construire qui ne sont pas facilement attribués. Il y a évidemment la hausse des matières premières. Le neuf, ça ne va pas beaucoup baisser. Par contre, l'ancien et l'ancien de mauvaise qualité, dans des zones pas forcément très dynamiques, oui, ça peut baisser. Maëlle, les remontées que vous avez par les établissements de crédit, par les clients? Il y a beaucoup de différences selon les biens. Maxime a raison, c'est qu'il y a aujourd'hui deux marchés. Il y a le marché des biens avec extérieur et des biens sans extérieur. Les biens avec extérieur, notamment dans les villes en région, Angers par exemple, c'est plus 30% en 2 ans. Il y a beaucoup de villes où c'est plus 20%. Et c'est uniquement concentré sur les biens sur les extérieurs. Les appartements, eux, sont déjà finalement... Vous êtes une spécialiste de l'immobilier à Angers. Angers, l'Ouest, je maîtrise bien l'Ouest de la France, effectivement. Mais, à chaque fois, vous sortez un truc de votre chapeau, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est forte. L'immobilier à Angers. Mais c'est vrai dans beaucoup de villes, en province qui ont été très longtemps avec des prix très bas, c'est-à-dire inférieur à 2000 €, et qu'on a une espèce d'effet rattrapage. Et on le voit d'ailleurs dans notre étude acheter ou louer, c'est-à-dire que c'est des villes où avant, mais on se posait même pas la question, et on a acheté direct parce que c'était très vite rentabilisé. Aujourd'hui, c'est un peu plus long parce que les prix ont augmenté, les taux ont augmenté. Mais encore une fois, je pense que sur l'évolution des prix, il faut être prudent parce que l'absence de crédit fait que on est dans un statu quo. Il y a effectivement moins d'acheteurs, mais il y a aussi moins de vendeurs. C'est-à-dire que... Donc, ce que vous dites, c'est qu'on n'aura peut-être pas forcément une baisse du marché, mais on va avoir un flottement. On va avoir une baisse des transactions, mais pas forcément une baisse des prix. Guillaume? Je pense que pour illustrer aussi le fait qu'il y a plusieurs marchés, alors souvent, en fait, on se focalise un peu sur les prix à Paris, parce que c'est vrai qu'on a des prix au mètre carré qui ont, comme l'a dit Maxime, connu une dynamique très très forte depuis 20 ans. Ce marché-là, notamment les arrondissements les plus chers à Paris, il est pour le coup totalement atypique. Je voyais un chiffre qui a été publié il y a quelques jours justement par la Chambre des notaires qui disait que dans les arrondissements les plus chers à Paris, on va dire le 6e, le 7e, 20% des transactions sont en fait réalisées par des étrangers non résidents. Donc ça, évidemment, ça donne un côté totalement atypique à ce marché. Évidemment, ce marché n'a rien à voir avec le marché de la maison en province. C'est un marché mondial. Voilà. Ouais. Guillaume, on a vu les problèmes, on va essayer de voir les solutions. Il y a donc une solution évidente, vous en parlez beaucoup dans la presse, dans les médias, sur les plateaux télé, pour améliorer le coût de son endettement immobilier, passé ou à venir. C'est l'assurance emprunteur qui vit une petite révolution quand même. Alors oui, c'est un marché qui s'est ouvert progressivement depuis déjà plusieurs années. Il y a eu beaucoup de lois, à peu près autant que sur les retraites. Donc on a eu la loi Lagarde, la loi Hamon, la loi Bourquin. Puis là, il y a une 4e loi qui était votée en début d'année, puis qui est entrée en vigueur, une partie en juin et une partie en septembre, qui s'appelle la loi Lemoine, du nom de la députée Patricia Lemoine qui a fait voter cette loi. C'est une loi qui dit 2 choses très simples. La deuxième chose, je vais commencer par celle qui est entrée en vigueur le 1er septembre, c'est on peut changer d'assurance emprunteur à tout moment. Au fond, c'est une règle très simple. Il y avait, à la suite des précédentes lois que j'ai citées, une ouverture de ce marché, mais ça restait assez complexe. C'était des dates anniversaires. Il fallait calculer la date anniversaire. C'était à tout moment la première année, puis à chaque date anniversaire. Ça obligeait à calculer de façon un peu complexe. On les loupait systématiquement. Si on y pensait, on les loupait. Si on y pensait. Mais c'était un marché assez opaque. Il fallait quand même bien connaître, suivre de près. Bon, là, c'est très simple. Vous pouvez changer à tout moment. Et donc, nous, on pense que c'est plutôt une bonne chose, que ça ne crée
crée pas, au fond, une distinction entre les gens qui suivent, qui connaissent, et puis les autres. Tout le monde, finalement, est un peu à armes égales dans ce marché. Et puis l'autre chose que fait cette loi, et ça c'est entré en vigueur avant l'été, le 1er juin, c'est faciliter l'accès à l'assurance emprunteur et donc au crédit des gens qui ont des antécédents de santé. Et notamment pour les petits crédits, il y a un principe que pose cette loi, donc en dessous de 200 000 euros, il n'y a plus de questionnaire de santé. Comme vous le savez, les assureurs et puis bien sûr les distributeurs d'assurance emprunteur avaient l'habitude de finalement faire un questionnaire de santé, poser des questions sur l'évaluation du risque médical. Et ce que la loi dit, c'est que ça n'est plus possible pour les petits crédits. Pour les gros crédits, donc qui présentent des risques importants, des engagements importants des assureurs, ça reste possible. Mais pour les petits crédits, nous on estime que c'est à peu près un quart du marché aujourd'hui. C'est ce qu'on voit dans les chiffres de meilleurs taux. Eh bien, il n'y a plus de questionnaire de santé. Par ailleurs, il y a une autre mesure qu'on pense également très positive, c'est que quand un assureur regarde vos antécédents de santé, eh bien, auparavant, il pouvait remonter jusqu'à 10 ans en arrière. Maintenant, c'est 5 ans. Et donc, si vous avez eu une maladie grave, on va dire il y a 6 ans, il y a 7 ans, il y a 8 ans, eh bien, l'assureur, dans soit la décision qu'il prend de vous assurer ou pas, ou bien le risque et la tarification qu'il applique, il ne peut plus prendre en compte ses antécédents médicaux. Donc, c'est 3 progrès, 3 choses qui vont dans le sens des emprunteurs et donc de l'accès au crédit. Et donc, évidemment, c'est plutôt une bonne loi. Emmaël le rappelait plusieurs fois dans plusieurs émissions, c'est pas anecdotique l'assurance emprunteur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle de taux d'intérêt d'emprunt immobilier qui sont extrêmement bas, même s'ils remontent, d'un point de vue nominal, finalement, vous disiez à certains moments, ça pouvait représenter 50%. Alors, quand on avait des taux inférieurs à 1%, l'assurance coûtait plus cher que le crédit. Là, aujourd'hui, on va être quand même... Mais ça va représenter quasiment la moitié, mais c'est énorme. C'est énorme. Et aujourd'hui, alors ça, c'est pour l'aspect un peu théorique, excusez-moi, mais l'aspect pratique, voilà. J'ai un crédit immobilier, qu'est-ce que je fais ? J'ai une assurance emprunteur, à qui je m'adresse? À mon banquier, à vous, à un site, je compare. Comment je fais pratiquement? Comment va le prendre ma banque? Est-ce qu'elle va faire un blocage? Est-ce qu'elle va me menacer en me disant, oui, si vous changez d'assurance emprunteur, ce ne sera pas le même taux sur mon crédit immobilier, on va renégocier. Enfin, on peut tout imaginer, je pense qu'il y a des fantasmes là-dessus. Alors, tout à fait. Et puis, comme la loi vient d'entrer en vigueur il y a quelques semaines, au début du mois de septembre, je pense qu'il y a aussi une partie d'apprentissage que tous les acteurs de marché feront. Je pense qu'il faut bien avoir en tête qu'il y a 2 types d'usages. Il y a des gens qui ont déjà un crédit, et là, comme je l'ai dit, la loi dit, vous pouvez changer. Donc, vous ne changez pas de crédit, vous ne changez pas de banque, vous changez juste la partie assurance emprunteur. Comment on fait? Et je dirais, la bonne chose, c'est vous tapez simplement sur Google, changer d'assurance emprunteur, vous serez mis en relation avec pas mal de sites, il y en a un qui va en général se dégager, qui est meilleur taux. Donc, nous, évidemment, nous avons ce métier, nous avons cette offre, ce qui est très important. On va sur meilleur taux. On va sur meilleur taux, on fait un formulaire dans lequel on dit, voilà les caractéristiques de mon prêt, voilà auprès de quelle banque je l'ai fait, voilà à quelle date je l'ai fait, voilà le montant. Comme je l'ai dit, le montant c'est important parce qu'il va déterminer si vous avez un questionnaire de santé ou pas. Et là, vous serez pris en charge par nos équipes. Et nos équipes, alors ce qui est très important, c'est que la loi pose un principe d'équivalence, c'est-à-dire vous ne serez jamais moins bien couvert avec la nouvelle assurance qu'avec l'ancienne. Fondamentalement, ça, il faut le dire. C'est très important. La loi pose ce principe, c'est un très bon principe. On ne va pas arbitrer sur le niveau de protection. On n'aime pas le changement en France, donc. Alors il faut évidemment dissiper cette crainte, qui peut être une crainte des emprunteurs, mais aussi une crainte des banques, de dire mais finalement l'assurance que moi je connais, je suis plus à l'aise avec elle. Il y a cette notion de se dire ça va être une assurance low cost, c'est pas du tout le cas. Il y a parfois ce message que ça risque d'être une assurance low cost. Nous très concrètement, les assureurs avec lesquels nous travaillons, c'est des gens qui connaissent un petit peu l'assurance. C'est des AXA, des Allianz, des Generali, donc on va dire des gens assez expérimentés, et surtout en termes de niveau de garantie, la loi pose ce principe très simple que vous devez être au moins aussi bien assuré, aussi bien couvert pour les mêmes risques. Et nous, ce que nous disons aussi aux clients, c'est pour les mêmes quotités. Donc la quotité, c'est de dire pour quel pourcentage vous êtes couvert. Et ce point-là n'est pas un point d'optimisation. Ce qui est un point d'optimisation, c'est, on va dire, le tarif. Mais le niveau de la protection doit rester le même. Et ça, c'est une garantie très forte. Vous parliez des encours, enfin des crédits existants. Et pour les ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est les gens qui font un nouvel emprunt. Et là, notamment, sur le sujet du taux d'usure dont on a parlé, le taux d'usure, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, comme l'a dit Maël, c'est un taux global qui s'applique à ce qu'on appelle le TAEG. Alors, c'est un peu technique, mais le TAEG, c'est le taux global de votre crédit. Où il y a évidemment le taux de la banque, celui dont tout le monde parle. J'ai eu un 30, j'ai eu un 20, j'ai eu un 80. Mais aussi le taux de l'assurance. Le taux de l'assurance, il rentre dans le TAEG. Et aussi, comme l'a dit Maël, tous les autres frais. Ce qui veut dire que si vous parvenez... Si on arrive à le comprimer, si on arrive à l'optimiser, ça fait baisser votre TAEG. Et donc, quand vous comparez au taux d'usure, vous avez plus de chances d'être accepté. Alors, bien sûr, ce que vous avez dit un petit peu, Marc, il y a un instant, il faut être persuasif vis-à-vis de la banque. C'est-à-dire que, évidemment, il faut être persuasif. Il faut être persuasif. Vous avez, finalement, quand vous êtes dans une logique de projet de crédit immobilier, il y a une banque qui va vous prêter. Elle a quand même envie de faire de vous un client. Si vous arrivez et que vous lui dites « Ah bah, mais en fait, moi, je prends de l'assurance ailleurs », la loi dit que la banque n'a pas le droit de le refuser.
En pratique, c'est vrai qu'il faut être un petit peu persuasif et il faut avoir une bonne discussion avec son banquier. Nous, ce qu'on recommande, ce qu'on dit à nos clients, c'est faites-le en transparence avec votre banquier. C'est mettre toutes les chances de votre côté pour faire en sorte que le banquier dise effectivement, soit parce qu'il y a un problème de taux d'usure, soit parce que le nouveau contrat est plus adapté à vos besoins, c'est effectivement quelque chose de pertinent de faire ce qu'on appelle une délégation d'assurance, c'est-à-dire de ne pas prendre l'assurance de la banque, mais l'assurance auprès d'un autre assureur. Le plus important, finalement, dans tout ça, c'est d'avoir les bonnes infos. Au fond, c'est là que notre rôle de pédagogie, c'est pour ça qu'on est là, qu'on fait l'émission. Finalement, quelle que soit la décision que vous preniez, faites-le en connaissance de cause. Informez-vous, informez-vous. Ne laissez pas juste la banque ou juste une personne vous dire l'assurance emprunteur, c'est comme ça, prenez de l'information et décidez par vous-même. Maxime, vous vouliez rebondir? Oui, je voulais insister sur le fait que quand on fait un changement d'assurance emprunteur en cours de vie du crédit, la banque ne peut pas changer le taux du crédit. Le crédit, il est verrouillé, il est signé. C'est important de le dire. Oui, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de rétorsion. C'est vrai que les banques n'ont pas toujours été très fair-play sur cette histoire d'assurance emprunteur, mais dans tous les cas, si vous avez signé il y a 1 an, 5 ans ou 10 ans un contrat de crédit à un taux avantageux, la banque ne peut pas le changer. On parle de la pierre, on parle de l'immobilier, on va parler avec vous, Stéphane, de la pierre-papier. Qu'est-ce qui se passe sur le marché de la pierre-papier? Est-ce qu'il y a ce flottement qu'on voit aujourd'hui sur le marché immobilier? Est-ce que vous êtes absolument pas touché? Est-ce qu'au contraire, c'est un secteur refuge dans lequel il faut aller dans des moments où on a des difficultés pour acheter peut-être dans des grandes agglomérations et qu'il faut donc attendre un peu, et en attendant, on investit quand même dans l'immobilier pour pas regarder le train passer? C'est plutôt un secteur refuge actuellement parce qu'on l'a évoqué, c'est plus compliqué aujourd'hui d'emprunter pour acheter un bien immobilier. Historiquement, les SCPI, donc c'est de la pierre-papier, ouais. On investit dans des bureaux, dans des tours, dans des commerces, il y a des SCPI thématiques, des SCPI diversifiés, bref, c'est extrêmement diversifié et surtout c'est très accessible. C'est-à-dire qu'à partir de quelques centaines d'euros, vous pouvez investir dans une SCPI qui va vous investir dans des bureaux et qui va vous donner des revenus pro rata de votre investissement. On peut acheter en cash, on peut acheter en crédit. C'est pas du crédit immobilier classique. C'est souvent de l'immobilier, on va dire des crédits consommation. Donc on n'a pas ces notions de taux d'usure, etc. Donc c'est plus simple. Et alors les taux sont un peu plus élevés. On est plutôt en ce moment entre 2 et 3% de taux d'intérêt lorsque vous achetez de la SCPI à crédit. Mais c'est plus simple et on est surtout sur les rentabilités qui sont quand même encore très intéressantes puisque l'année dernière, en 2021, la rentabilité moyenne des SCPI, c'est 4,45% par an, ce qui est énorme. Hein. Lorsque vous prenez la rentabilité de l'immobilier pierre physique dans les grandes villes, on est... c'est ça. Oui, dans les grandes villes, c'est plutôt aux alentours de 2 ou 3, voilà. Et ça se dégrade puisqu'il y a de plus en plus de travaux et de complexité. Exactement, donc on est sur des rentabilités très élevées. Donc vous avez l'air d'être un peu épargné par quelqu'un qui veut investir aujourd'hui, faire de l'investissement, là je ne parle pas de résidence principale, mais qui veut investir dans l'immobilier, qui n'y arrive pas, à moindre frais, de manière simple, il peut aller sur de la pierre-papier. Et il peut le faire en direct, mais il peut aussi le faire dans l'assurance vie, dans le cadre fiscal de l'assurance vie, c'est-à-dire que à la fin, s'il sort de son investissement, il aura une fiscalité allégée. Donc c'est un bon timing malgré ce qu'on a décrit avant. Ah, c'est un bon timing. De toute façon, l'immobilier, pour moi, surtout lorsqu'on parle de SCPI, de pierre-papier et d'investissement, pour moi, il n'y a pas de timing. On investit. D'abord, la SCPI, c'est un outil de revenu, donc on n'est pas là pour faire de la plus-value. On est là pour anticiper des revenus futurs lorsqu'on en aura besoin. On n'est pas contre une plus-value quand même, s'il y en a. Si on prend, évidemment. Évidemment qu'on prend. Mais surtout, c'est du long terme. Nous, ce qu'on constate sur les SCPI, c'est que les SCPI, les Français les gardent, les transmettent même à leurs enfants après leur décès. Donc, c'est vraiment des produits de très longue épargne. La seule limite, c'est vraiment si on veut faire un placement de 1, 2 ou 3 ans, là, ça ne vaut pas le coup de prendre une SCPI, mais pour du long terme, là, c'est... Complètement. Là, oui, 3-4 ans, vous n'allez pas sur les SCPI, on les conseillerait. Oui. Allez, on va passer à la rubrique. Vous attendez tous les coups de gueule de nos experts. Ça va être le taux d'usure. Hein. Donc, j'ai envie de dire, dans quel monde où a vécu la Banque de France depuis 3 mois, je ne sais pas. Tout le monde alerte. Alors, la chance, c'est que cette semaine, a priori, Bruno Le Maire a pour la première fois ouvert potentiellement la porte à une révision un peu exceptionnelle de l'usure. On en a eu marre de vous entendre. Peut-être moi et d'autres, parce que j'étais pas toute seule, mais même les notaires, c'est pour dire. Mais effectivement, il y a quelque chose à réviser. Il ouvre le Parisien, il dit ah non. Non, c'était RMC, Et effectivement, il a dit qu'il était pour un accès au crédit pour tous, et que là, peut-être qu'effectivement ça commençait à bloquer. Je pense qu'il va le négocier contre le fait que vous ne parliez pas à la presse pendant 3 mois. Des vacances. Guillaume, coup de gueule. C'est les mesures pouvoir d'achat. Alors, le gouvernement a pris beaucoup de mesures avant l'été. Pendant l'été, évidemment, la mesure emblématique, c'est sur le prix à la pompe. Alors, on comprend pourquoi il le fait. C'était un peu le thème emblématique des élections législatives.
il est obligé d'agir sur le sujet. En même temps, moi, ce qui me frappe, c'est qu'à chaque fois qu'on parle pouvoir d'achat, dans le débat public, on parle finances publiques, on parle dépenses publiques. Et il y a assez peu de gens, alors nous on essaye de le faire, mais qui disent que le pouvoir d'achat peut passer par des mesures, au fond, permettant d'arbitrer ses propres dépenses et pas forcément d'engager de nouvelles dépenses publiques. Ce qu'on vient de dire il y a un instant sur la loi Luhmann, c'est une magnifique mesure. On va dire que le gouvernement y a quand même joué un rôle, parce que cette loi n'aurait pas été votée s'il avait été contre, c'est la précédente majorité, on va dire un peu la même qu'aujourd'hui. Et le gouvernement ne parle pas du tout de cette mesure, il ne la met pas du tout en avant comme une mesure pouvoir d'achat. C'est un peu dommage. Vous voyez que Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a fait il y a 3 semaines une communication sur voilà toutes les mesures pouvoir d'achat du gouvernement. Et il ne parle pas de la loi Luhmann. C'est bien dommage. Il vaut mieux donner 30 centimes à tout le monde quand le pétrole est déjà en train de baisser. Maxime Chipoy, votre coup de gueule? Un coup de gueule aujourd'hui sur les mini-prêts instantanés. Donc on voit qu'on met ceinture et bretelles sur le crédit immobilier alors que c'est un produit qui n'est pas risqué. À l'inverse, il n'y a aucune réglementation sur ce type de produit-là. Donc on appelle ça en anglais le buy now, pay later. Voilà, c'est ça. C'est le paiement fractionné, c'est-à-dire oui, ou c'était aussi les payday loans il y a quelques années. Ce sont des applications qui vous proposent de vous prêter 100 ou 200 euros pour quelques jours. C'est théoriquement gratuit, mais pour faire le virement et récupérer cet argent, vous allez payer 10 ou 20 euros. Ce qui fait que prêter sur quelques jours, ça fait des taux d'intérêt de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de pourcents. Donc vous dites quoi? Il vous dit n'y touchez pas? N'y touchez pas. Surtout pas. Si vous êtes dans cette situation où vous devez utiliser ce genre de crédit, que vous avez un problème le 26 du mois, le mois suivant, vous aurez un problème le 25 parce que le coût de ces crédits-là sera tellement important que ça va encore dégrader votre budget. Et ça, ce n'est pas du tout régulé par les pouvoirs publics. Stéphane, votre coup de gueule? Je voudrais tordre le cou à une fausse idée. J'entends toujours dire peur quand vous m'avez regardé. Non, jamais, Marc, jamais. J'entends toujours dire que les SCPI, c'est cher. C'est vrai que c'est autour de 10% de droit d'entrée. Mais cher par rapport à quoi? Par rapport à l'immobilier direct. Si on compare les choses de manière extrêmement froide, faites-le. Là, vous achetez un appartement, vous allez payer autour de 7-8% de droits de mutation auprès de votre notaire. Vous allez ajouter à ça les frais de l'agence immobilière qui a trouvé le bien, autour de 4-5%. Donc vous avez tout de suite autour de 10%, voire plus. Lorsque vous achetez des CPI, il y a tout ça aussi. Il y a aussi les frais de notaire, il y a des mandats de recherche, on achète des immeubles, des tours à la défense. Donc ça a un coût. Et finalement, on est à 10%. C'est pas très cher par rapport à l'immobilier direct. C'est même, je trouve, moins cher. Et en termes de frais de gestion, on est autour de 10% des loyers sur les SCPI. C'est pas plus qu'une agence immobilière du coin ou un notaire qui va gérer pour vous votre appartement. Et il le fera sur plusieurs centaines de biens. Donc c'est quand même beaucoup de boulot. Vous avez raison. En fait, on a souvent tendance à comparer la pierre papier à un placement. Oui. Et donc, quand on regarde les frais d'entrée, nous qui nous battons pour avoir des contrats d'assurance vie à 0 ou des PER à 0 frais d'entrée, si on compare, on se dit c'est cher. Mais en fait, vous dites, c'est pas ça qu'il faut comparer. Il faut comparer ça à un investissement immobilier. Exactement, parce que c'est beau du papier, à la fin, c'est de la pierre, il y a les mêmes contraintes. Merci à tous. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir les émissions de Ces Meilleurs Taux sur YouTube. On se retrouve le mois prochain et je vous rappelle notre slogan, reprenez le pouvoir sur votre argent.